Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, nous parlons des aidants et le spectre, je mets des guillemets, de la démission forcée parce que c'est une situation souvent très difficile pour les aidants. On va en parler avec Christine Lamidel, elle est fondatrice et directrice générale de Tilia. Elle était venue il y a quelques temps sur notre plateau. Elle a des chiffres aujourd'hui sur la situation des aidants et d'une manière générale de l'aidance. Le cercle RH, la raison d'être, ça c'était la loi Pacte, vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Carburant indispensable de l'entreprise, est-ce que parfois cette raison d'être ne serait pas remise en question? On va en parler avec deux experts. Julie Troussicot et Kevin Bourgeois. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, vous avez peut-être entendu parler, ou pas d'ailleurs, de la Reg Applying. On en parlera, c'est cette espèce de frénésie pour aller essayer de se faire recruter. On en parlera avec Stéphanie Richard, elle est directrice de Walters People. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, nous parlons des aidants et d'une manière générale de l'aidance, qui est un mot qui est en train d'entrer doucement dans le vocabulaire. On en parle avec vous, Christine Lamidel, ravie de vous accueillir. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Tilia. Vous étiez venue il y a un an d'ailleurs nous parler de Tilia, aujourd'hui 7 salariés, avec un travail de conseil, d'accompagnement et d'analyse aussi autour de l'aidance des aidants, côté RH, côté salarié. D'abord, la définition d'un aidant et de l'aidance, c'est quoi? C'est défini, ça, dans le Code du travail? Oui, bien sûr. Depuis la loi ASV, on a comme définition... Alors, il y a eu plusieurs évolutions. On parlait de proche aidant, d'aidant naturel, d'aidant familial. On parle de proche aidant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui apporte une aide non professionnelle de manière régulière et fréquente dans les actes de la vie du quotidien à un proche dépendant du fait de la maladie, du handicap ou de l'avancée en âge. Donc, en réalité, c'est presque tout le monde, tout un chacun d'entre nous qui prend soin d'un parent âgé, d'un enfant handicapé, d'un voisin ou d'une voisine dépendante, à qui on va venir apporter les courses régulièrement, les médicaments, emmener aux rendez-vous médicaux, gérer toute la partie administrative, financière, voilà. Et puis c'est une charge mentale forte, de l'inquiétude. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc comme vous le rappeliez, j'étais venue l'année dernière. On a des chiffres tout chauds avec ce baromètre 3e édition qui me positionnent. Voilà, c'est des chiffres qui sont assez éloquents et qui aujourd'hui me positionnent, après plusieurs années sur l'aidance où je suis entre lassitude et finalement un peu agacement de voir que les choses évoluent si peu vite. Et là, aujourd'hui, j'ai presque envie de pousser un coup de gueule, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la énième alerte, en fait. C'est qu'aujourd'hui, au regard du vieillissement de la population, il y a plus de personnes âgées de plus de 85 ans que d'enfants de moins de 5 ans. Comment vont faire les salariés pour pouvoir concilier vie pro, vie perso, si le gouvernement est défaillant, si les aides mises en place par les pouvoirs publics ne sont pas suffisantes, pas adaptées, ne répondent pas aux attentes, et si l'entreprise ne se saisit pas davantage du sujet. Pour être concret, parce que vous êtes au cœur de ce sujet, il y a un sujet de précarisation. On va voir le chiffre d'ailleurs, parce que la réalité est assez concrète. Je fais 35 heures, et si en plus je dois refaire 35 heures avec ma mère, un proche ou mon voisin ou mon meilleur ami, je ne peux plus m'en sortir. Regardez ce chiffre. Et effectivement, il dit quand même que 26%, qui est la proportion de travailleurs aidants, qui sont en temps partiel pour 69%. C'est une situation subie que j'évoque à l'instant. En un mot, paupérisation, précarisation. Oui, parce que les besoins des aidants, c'est, on le rappelle, besoin de temps pour tout gérer, coordonner. Mais pour d'autres, c'est le recours à des aides financières, le besoin d'avoir... Donc si on se met à temps partiel, on gagne moins. Et donc le reste à charge aujourd'hui pour 35% des salariés aidants, c'est entre 500 et 1000 euros chaque mois pour prendre soin du proche. Donc... Paupérisation également, parce qu'aujourd'hui, les aides ne sont pas suffisantes. Le congé de proche aidant, qui a été mis en place, indemnisé avec 62 euros par jour d'aide, n'est pas suffisante. L'indemnité ne compense pas le manque à gagner. Le reste à charge est trop important. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas dans une stratégie pour aider les aidants, mais on est plus en train d'essayer de combler les manques, parce qu'aujourd'hui, personne ne prend soin réellement des personnes âgées. Et donc, qui assume ce rôle? C'est l'aidant par la force des choses. Bien sûr. On a un chiffre global, une idée globale du nombre de personnes, femmes et hommes, qui ont, je mets des guillemets, mais ce statut d'aidant? Alors, aujourd'hui, la dernière étude de la DREES, c'est 2021, on parle de 9,3 millions.
de personnes aidantes, puisque si on, déjà, et on sait que c'est sous-estimé, puisqu'il y a 11 millions de personnes en situation de handicap, dont 85% qui sont non visibles. Donc si on est aidant d'un proche atteint d'un handicap, déjà on explose ce chiffre. C'est déjà supérieur à 10 millions. Quoi. Et quand on parle aujourd'hui de l'équilibre homme-femme, on est sur 52% de femmes et ça tend à s'équilibrer. Mais si on va creuser sur les personnes, les un tiers qui ont démissionné, qui ont dû quitter leur emploi pour prendre soin d'un proche, on prend 12 points de plus. Donc on est à 64% de femmes qui ont quitté leur emploi pour s'occuper d'un proche. Ce qui m'alerte également, donc au-delà de cette... on parlait de dégradation de la santé du proche, donc maintenant de paupérisation, de précarisation économique des aidants. Ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le baromètre aidé travailler réalisé avec Interfacia, le LabRH, le groupe Vive et la NPP, nous avons donné la parole plus précisément aux RH. Et les managers, les RH nous disent... les responsables RH, qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens de se saisir du sujet. Qu'on a 64% qui disent avoir mis en place des actions. Donc une action, ça peut être de la sensibilisation. Mais que 59% disent que ça ne fait pas partie du dialogue social. Avant de nous quitter, en parlant de dialogue social, ce chiffre, parce que c'est intéressant, on voit que l'aidant, dans son espace de proximité, parle assez largement. Et puis on s'approche de la hiérarchie, moins il s'exprime. C'est-à-dire que c'est très faible chez les RH, dans la relation au RH, et c'est très fort lorsqu'on parle de sa situation à ses collègues, parce qu'après tout, on a besoin d'en parler. Mais on voit quand même qu'à 31% seulement des aidants s'adressent directement à leur DRH. Ça vous impacte. Ça évolue, et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut mettre en place une vraie action collective pour faire en sorte que le sujet ne soit plus tabou, une vraie inclusion des aidants, qui d'ailleurs n'ont pas très envie d'être mis en lumière, qui veulent simplement que la situation soit banalisée, et on aura gagné quand ce sujet n'en sera plus un. Je ne veux pas vous quitter avant qu'on évoque quand même le sujet des situations des aidants qui meurent avant la personne qui les accompagnait, parce qu'ils ont tellement donné. Sur le périmètre des personnes âgées de plus de 85 ans, il y a un tiers effectivement des aidants qui décèdent avant. Parce que épuisement, parce que tous les impacts... Charge mentale, alimentation, précarité aussi, puisqu'on l'évoquait. Et puis on s'oublie. Le baromètre, allez jeter un œil parce que c'est un travail très approfondi qui a été mené par Tilia, mais vous l'avez évoqué. Et Interfacia et le groupe Vive. Merci Christine Lamidel d'être venue nous rendre visite, fondatrice, directrice générale de Tilia. 7 collaborateurs engagés et qui vont aider, je mets des guillemets, les DRH et les salariés. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne d'une page, on parle d'un autre sujet, encore que on va évoquer la raison d'être des entreprises. Ça, c'est intéressant parce que peut-être que ce sujet des aidants ou de l'aidant, c'est aussi un des éléments de la raison d'être d'une entreprise. On en parle parce qu'elle existe depuis la loi Pacte, mais certains salariés, parfois, la remettent en question, la challenge, cette raison d'être. On en parle avec nos invités. Le cercle RH, j'ai failli démarrer par une chanson puisqu'on parle de la raison d'être. Et oui, ça sonne comme une chanson, c'est la loi Pacte. Et c'était un vrai basculement dans l'histoire de l'évolution d'une entreprise qui n'était pas uniquement là pour créer de la valeur et de la richesse, mais pour proposer toute autre chose, dont sa raison d'être, c'est-à-dire le sens de l'entreprise et des salariés qui vivent à l'intérieur. Et on en parle avec mes invités parce que c'est aujourd'hui même... pour certaines grandes entreprises, parfois même une remise en question des salariés qui la contestent pour des raisons marketing, pour des raisons stratégiques. On en parle avec Julie Troussicot. Bonjour Julie. Alors... On est ravis de vous accueillir. Directrice France d'Air+. Alors, c'est une entreprise de paye. De solutions de paiement. Solutions de paiement. À destination des entreprises. Voilà, mais... Vous venez aussi parce que vous portez un événement depuis un peu plus de 15 ans, 17 ans, oui. Qui traite justement de cette question du sens. Et on ira bien au-delà des enjeux d'Air+, même si j'imagine que vous essaimez au sein de votre entreprise sur ces sujets. Évidemment. Je pense. Vous êtes l'ambassadrice. Et Kevin Bourgeois, qui est venu régulièrement sur notre plateau. Bonjour Kevin, Bonjour. Fondateur de Supermood. Alors vous y croyez à la raison d'être ? Oui, un peu quand même. Beaucoup. Vous y croyez beaucoup. Supermood, c'est quoi ? C'est quoi l'idée ? On récolte le feedback des salariés dans les entreprises, donc ils s'expriment notamment sur la raison d'être. On en fait de la donnée et on présente ça aux dirigeants et aux DRH pour qu'ils pilotent avec au moins les opinions des salariés dans leur tête. Alors, juste pour reprendre les b.a.-ba, je parlais de la loi Pacte. Pour certains salariés, ça ne leur parle pas. Ils se disent, mais la loi Pacte, je ne sais pas ce que c'est. La raison d'être, à peine, parce qu'ils n'ont pas de raison d'être. C'est quoi la raison d'être ? Oui. Qui
Oui, alors effectivement, ça a été tout le sujet de la conférence qu'on a fait fin août, en commençant par là, de quoi on parle quand on parle de sens en entreprise. Ah oui. En fait, il n'y a pas une définition. C'est extrêmement compliqué puisque chacun va trouver le sens au travail. Ce qui est sûr, c'est que les dernières études, notamment après le Covid, et peut-être que Kevin pourra évidemment confirmer, fait que plus de 90% des cadres qui aujourd'hui disent qu'ils ont besoin de sens dans leur travail. Simplement, ce sens dans le travail peut être très individuel et en tout cas très varié. Donc quand on est une entreprise, effectivement, répondre à ça est assez complexe. Mais je me fais un peu l'avocat du diable, vous l'aurez compris, puisque j'ai rencontré des salariés d'entreprise qui me disent, moi, ma raison d'être, elle m'est tombée dessus. C'est un pur marketing, c'est de la pure communication, mais dans les faits, dans mon quotidien, je ne la vois pas, cette raison d'être. Est-ce que vous la voyez à travers les flux et la définition que vous donnez, parce que vous y croyez à ce concept de raison d'être? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a une raison d'être en tant que Supermood qui est inscrite à notre pacte d'actionnaires, puisqu'il faut qu'elle soit engageante. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne fait pas un métier que pour faire de l'argent, mais aussi pour améliorer la société. Et ce qui est important dans elle m'est tombée dessus, c'est de co-construire cette raison d'être, parce que c'est hyper engageant. L'entreprise prend l'engagement de travailler pour une mission, de pousser le monde dans une direction pendant peut-être des années, voire des décennies. Donc il faut que les forces vives de l'entreprise, elles aient participé à ça. La thématique, et je l'ai trouvée intéressante parce que c'est quelqu'un qu'on adore ici, Julia de Funès, qui est philosophe, qui est venue sur notre plateau d'ailleurs. Le thème, je l'ai repris dans nos questions d'ailleurs. Je vous ai copié. L'entreprise a-t-elle besoin de sens pour être performante? C'était la philosophie de la loi Pacte. C'est vrai ou pas? Parce qu'elle peut être performante, créer de la richesse, bien payer ses salariés, et que ces salariés puissent avoir une vie très agréable à l'extérieur et tout va bien. Enfin, Alors, je suis vieille France. Hein. Alors, pas forcément, parce qu'en fait, je pense que ce qui a aussi pas mal changé, notamment le Covid, a changé, je pense, assez fondamentalement la relation au travail et le monde du travail, tout simplement. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus. Plus personne ne se lève. Enfin, c'est ce que dit, et Nicolas Bouzou, d'ailleurs, le disait aussi bien. On ne se lève pas en disant « Waouh, je vais faire un super EBITDA à la fin du mois ». Ça ne marche pas, en fait, exactement comme ça. Donc, même si certaines entreprises peuvent être encore performantes aujourd'hui sans faire attention au sens, en tous les cas, que ces collaborateurs cherchent à avoir, à moyen, long terme, ça ne pourra pas tenir. Donc, il y a aussi un enjeu de rétention. On voit bien qu'il y a un turnover quand même extrêmement important, notamment depuis la pandémie. Et donc, oui, à un moment donné, le turnover et la performance d'une entreprise ne peuvent pas être compatibles. Donc, c'est évident qu'il y a un lien direct à la question est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien entre le sens et la performance. Elle est évidente. Après, c'est comment on donne ce sens. Donc, meilleure performance lorsqu'on a réussi à donner du sens ou à trouver du sens, on est d'accord? Exactement. Maintenant, c'est le comment on va le faire et on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, oui. Mais même dans l'élaboration de cette raison d'être, quand on parle à des entreprises qui se sont engagées, et qui sont d'ailleurs parfois encore en chemin, c'est un très long processus normalement. C'est un travail collaboratif, c'est un travail d'atelier, c'est un travail presque de... On retire toute la chair, le sang, puis on garde les os et on essaie de voir comment on rebâtit. C'est un peu ça. Exactement. Et il y a un double enjeu, c'est c'est pas un travail de consensus, sinon on rentre dans quelque chose de très mou, et en même temps c'est une adhésion collective. Donc c'est là où c'est très difficile de prouver. Et en plus, niveau performance, on n'a pas besoin de salariés forcément qui trouvent du sens ou même qui sont engagés dans certains métiers pour avoir de la performance. Par contre, sur certains métiers, c'est indispensable. Et même envers l'extérieur, le sens qu'il y a à l'intérieur, il faut communiquer dessus. Et dans tout ce qui est marque B2C, par exemple, ça devient un critère de choix hyper important. Et il y a un sujet générationnel. Aux États-Unis, par exemple, vous avez 17% des baby-boomers qui pensent qu'une entreprise doit s'engager dans une cause politique. Les millennials et après, c'est 47%. Donc il y a un décalage de génération qui est très très fort. Et qu'on voit d'ailleurs qui sont des causes souvent environnementales, d'engagement pour la planète. Parce que quand vous dites politique, on a l'impression qu'on va s'engager pour le LR ou un parti. C'est pas ça le sujet, c'est des grandes causes. Idéologiques. Il y a quand même, là je disais une tribune de Sébastien Frendo qui est devant mes yeux, la raison d'être d'entreprise, un levier stratégique trop souvent utilisé à des fins marketing. Il ne faut pas se tromper. Non, il ne faut pas se tromper. Parce que sinon le salarié se sent dupé. Exactement. Mais c'est là où, dans ces cas-là, on arrive à des outils purement de leadership et de management, en fait, où d'abord, il ne faut pas se tromper sur le fait qu'on ne peut pas donner du sens à tous les collaborateurs de la même manière. Chacun a ses propres aspirations. Ce sont souvent des aspirations très personnelles et beaucoup de collaborateurs, même sur des hauts postes, des cadres, finalement, gagner tout simplement sa vie. Le salaire suffit à être son sens, puisque une fois que, d'ailleurs, Julia de Funès le dit très bien, c'est qu'ensuite, par contre, on met du sens avec autre chose. Avec cet argent qu'on va gagner, on va l'employer pour autre chose. C'est ce que j'évoquais. Donc c'est pas, il n'y a pas effectivement, comme tu disais, Kevin, l'obligation d'apporter, l'entreprise n'a pas l'obligation d'apporter
du sens à chacun des collaborateurs. Par contre, l'entreprise a aujourd'hui, je pense, l'obligation à minimum de 2 choses, qui est de donner une mission commune et des valeurs communes. Pour moi, ça peut participer à un moment donné à un sens sans être du bullshit. On peut estimer, ou du marketing. Même. Ou du marketing, mais à minimum une mission commune et, encore une fois, des valeurs communes et une confiance en l'entreprise et en la mission. Ce sont des règles de leadership qui permettent quand même de donner du sens. Mais vous qui avez trempé et qui trempez le thermomètre dans le réseau et de tout ce que racontent les collaborateurs, parce que c'est de la data, c'est de l'échange, la vraie question, c'est de faire percoler cette raison d'être. Parce qu'il y a beaucoup de salariés, alors que la raison d'être a été très bien élaborée, qu'elle a été bien pensée, qu'elle va dans le bon sens, il y a des salariés qui vous disent « mais moi, honnêtement, je ne la vois pas. Quoi. On ne m'en parle pas de cette raison d'être. » Et j'aimerais bien qu'on m'en parle d'ailleurs. Il y a la raison d'être indirecte, qui est la raison d'être de toute l'entreprise, et il y a celle du quotidien qu'on a de 9h à 18h la journée. Et donc c'est pour ça que c'est long, c'est qu'il y a tout un travail de transformation, d'essayer de traduire ce côté très lointain à un côté très quotidien. Et ça se fait métier par métier, génération par génération. On a travaillé avec une entreprise dans l'énergie qui, à 5 ans, a décidé d'être leader de l'énergie verte. Problème, moitié de son chiffre d'affaires, c'était du gaz. On a essayé de mesurer l'adhésion des gens et on voyait qu'il y avait une adhésion du top management très très forte, de la base aussi pour les sujets d'écologie, mais le middle management qui s'était battu pendant 25 ans pour devenir le patron du gaz. Et de gagner des parts de marché, quoi. Gagner des parts de marché, et là c'était une remise en question, non pas de est-ce que c'était des bons humains ou pas, mais de toute leur carrière et de toute la direction. C'est une vie d'effort. C'est une vie d'effort, exactement. Et donc la transition, ça s'accompagne, et petit à petit, donc il y avait tout un jeu d'entités ambassadrices qui devaient convaincre des entités non ambassadrices sur un horizon de 2, 3, 4 ans. Donc c'est vraiment de la transformation de la gestion du changement. Mais quand même, cette question me brûle les lèvres. Encore une fois, vous allez penser que je suis un petit peu pour la gratter, mais Julie Trussico, le sens au travail, c'est quoi? C'est le télétravail? C'est la semaine de 4 jours? Non, mais parce que toutes ces questions-là sont sur le bureau des DRH et des décideurs. C'est-à-dire qu'ils ont face à eux toutes ces problématiques. Ils veulent bien mettre du sens, mais ils aimeraient bien qu'ils soient là 5 jours. Et en même temps, le salarié lui dit « mais moi, je préférerais 4 jours, voire même 3 jours à la maison. » Et puis, c'est tous ces sujets-là qui sont impactés là. En fait, on peut reprendre assez classiquement une pyramide avec les besoins primaires. Les besoins primaires, c'est créer le contexte dans lequel on est sûr qu'à minima, on essaie en tout cas qu'à minima, il n'y ait pas de démotivation. Donc c'est un salaire qui correspond à son travail, c'est effectivement des conditions de travail qui correspondent aussi à une réalité de la vie aujourd'hui. Oui, le télétravail fait partie aussi des aspirations. Et une fois qu'on a cette base saine avec les besoins, on va dire, matériels, financiers, primaires qui sont complètement assouvis et maîtrisés, là, on peut effectivement essayer d'aller chercher plus loin, plus haut pour ceux qui le souhaitent. Et en fait, c'est là où l'entreprise doit aussi faire assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener tout le monde dans une aspiration, chacun est assez différent. Par contre, l'obligation quand même primaire de l'entreprise qui est de donner ses besoins... C'est comme pour un enfant, c'est le minimum vital. C'est exactement, c'est le minimum vital. Mais pour le coup, si on n'a pas ça, par contre, on ne peut pas aller plus loin non plus. Et on ne peut pas aller plus loin dans l'engagement. Et cet engagement-là, pour le coup, on peut aller la chercher sur du sens. Pour autant, il faut faire attention à quelque chose. Je parle de la semaine des 4 jours quand même. Oui, c'est un sujet qui est en train de monter sérieusement chez les partenaires sociaux, chez les décideurs, chez les salariés, chez des philosophes. Enfin, bref, ça, les jeunes et les anciens, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi des chocs de culture là. Il y a un choc, en fait, c'est une conception globale de la société et de même qu'est-ce que le travail globalement. Donc on dépasse vraiment le. Mon sens est ailleurs. Mon sens, il est en partie ailleurs, mais il est aussi dans la réalisation dans l'entreprise. Donc c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, en tout cas, la semaine de 4 jours, vu qu'il y a très peu de recul, très peu d'études, on ne sait pas du tout s'il y a un apport positif sur la performance ou pas. En tout cas, très peu de recul. Donc c'est plus de quelque chose qui... Oui, c'est une conception de la société. Le télétravail, on a quand même un peu plus de recul. Donc là, on peut piloter la performance du télétravail avec, on commute moins, donc on perd moins de temps dans les transports. En même temps, on est plus tout seul, donc ça augmente les risques psychosociaux. Voilà, donc, et la productivité pour certains. Et la productivité pour certains métiers et pas pour d'autres. Ça dépend vraiment. Mais ça dépend du recul. Il nous reste peu de temps, mais on va vers quoi? C'est-à-dire que cette raison d'être, elle est toujours intacte ou elle est en train de perdre de sa superbe? Ah non, elle est complètement intacte. Simplement, elle va au-delà, encore une fois, d'un message marketing. C'est simplement ça. On est dans des outils managériaux, dans des outils de leadership. On est dans créer un environnement dans lequel chacun peut y retrouver son propre sens, en fait. C'est plutôt ça. C'est comment on individualise ou on crée un environnement où chacun y trouve vraiment ses aspirations. Et ça, c'est évidemment l'obligation de toute entreprise aujourd'hui. Donc j'entends que c'est une grande communauté avec beaucoup d'individus, en fait, qui cherchent leur chemin.
avec une mission commune et des valeurs communes. Mais portées par l'entreprise. Voilà, mais il n'y a pas forcément, toutes les entreprises n'ont pas forcément de sens. En l'occurrence, voilà, nous, R+, on vend des solutions de paiement. C'est pas comme, évidemment, Kevin, qui a facilement, on va dire, un sens. Évidemment, une entreprise engagée, c'est pas forcément une entreprise engagée. Pour autant, mes collaborateurs ont quand même aussi le souhait d'avoir un sens. Mais alors, ça passe beaucoup plus par des valeurs communes, ça passe beaucoup plus par une mission commune, l'envie de se dépasser, l'envie de satisfaire des clients. Voilà. Une ambiance collective, quelque chose. Exactement, on va le trouver autrement. Ouais, vous avez raison, ça dépend des thématiques de l'entreprise. Il y a des thèmes plus porteurs. Quand on fabrique des cigarettes ou qu'on travaille dans le nucléaire, c'est pas si simple. Et en même temps, il y a des gens qui sont très heureux de travailler dans le nucléaire. Mais alors sur le coup, on travaille à la fois sur l'interne, mais aussi sur son marché externe, parce que le consommateur, il a des attentes qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Et donc, il y a un peu une obligation... Symétrie des attentions. Une symétrie des attentions, exactement, à porter entre le sens en interne et comment on le fait rejaillir sur le marché. On peut aller plus loin encore. Est-ce qu'on peut dépasser la raison d'être? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chercheurs, des philosophes, des penseurs qui disent on peut aller plus loin? Et si oui, on va vers quoi? Alors, dans le monde de l'entreprise, voilà, après, on peut écouter encore une fois Juliette Dufinis, qui est convaincue que quand même l'entreprise, à un moment donné, l'objectif primaire et d'une entreprise et d'un salarié, c'est quand même de gagner de l'argent. Non, mais elle est indépassable. Enfin, on est en train de la... Donc, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que d'aller rendre tout le monde heureux, tous ses collaborateurs heureux? Probablement que non. Par contre, est-ce que l'entreprise a une responsabilité très forte sur les besoins primaires liés au travail? Évidemment. Bien sûr. Donc, et à l'inverse, une responsabilité très forte sur ne pas rendre malheureux. Et là, effectivement, on en discutait sur tous les risques psychosociaux. Mais c'est les cadres juridiques qui m'autorisent, parce qu'il y a quand même des règles de protection de la santé du collaborateur sur son lieu de travail. Ça, c'est le code du travail. C'est ça la loi Pacte. La loi Pacte, c'est très Macron. C'est-à-dire que vous aviez les entreprises, le but, c'est faire le profit. Les associations, c'est de pas faire de profit. On n'a même pas le droit, entre guillemets, de réinvestir son profit dans l'individu. Et donc, entre deux, on dépasse les clivages, on fait la loi Pacte, qui est des entreprises qui cherchent à cumuler les deux. Et donc, c'est intéressant comme réconcilier l'irréconciliable. C'est pas irréconciliable, je pense. Je pense qu'au contraire, on peut suivre deux voies. Par contre, des arbitrages, c'est sûr que l'arbitrage, s'il y en a un sur certaines dimensions, il va d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est le directeur RSE ou c'est le directeur financier qui décide? Non. Pour le coup, je pense que c'est vraiment l'ensemble des managers, l'ensemble de la direction générale. C'est pas porté pas du tout par les RH spécifiquement. Oui. Je pense que c'est un travail qui est vraiment collectif. Et après, il y a plein d'actions possibles dans des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises engagées ou des entreprises à sens. Mais ça va être de participer à des courses évidemment solidaires. Il y a plein d'actions possibles. Créer ce lien, créer cette pour dynamique. donner, pour créer effectivement que l'entreprise, elle, ait quand même un impact sur la société. Parce que même quand le produit qu'on peut vendre n'a pas d'impact positif particulier sur la société. On peut toujours en trouver, on est d'accord d'un point de vue marketing, mais parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Dans tous les cas, on peut quand même trouver des actions qui ont un impact réellement une dynamique sur la société au sein de et qui l'entreprise. donnent, pour ceux, encore une fois, des collaborateurs qui ont cette aspiration-là. Certains l'ont pas forcément. Ça sera le dernier mot. Dans la gouvernance des entreprises aussi, c'est hyper intéressant tout ce qui se passe. Les gouvernances partagées, la démocratie représentative ou pas du tout, ou directe, justement, c'est un peu ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans une organisation. C'est quoi, dans le sens propre de l'organisation? C'est plein de gens ensemble qui ont un but plus ou moins commun. Comment on réinvente tout ça? Ils ont au moins un but de pousser la porte de la même entreprise pour s'asseoir dans un espace commun, enfin, ce qui semble être un basique. Ou virtuel. Ou virtuel, puisqu'on est dans le télétravail. Exactement. Merci à vous deux. Je me suis fait un peu l'avocat du diable, mais c'est intéressant de savoir où on va et jusqu'où on peut aller. Merci Julie Troussicot, directrice générale France R+. Donc c'est des logiciels de paye, c'est des solutions de paiement. Solutions de paiement. Mais très engagée à travers vos événements que vous portez depuis 17 ans. Et le plateau d'août dernier était Bouzou, Combalbert et Juliette Funès. Et merci à Kevin Bourgeois, Supermood. J'adore le titre de votre entreprise, on dirait une chanson. Merci à vous deux. On termine avec notre invité et ses fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. Avez-vous entendu parler de Reg Applying? Moi, je dois avouer que je n'avais pas vraiment entendu parler de cela, mais on va en parler avec Stéphanie Richard. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Directrice de chez Walters People, donc Robert Walters People. Tout à fait. C'est une filiale de Robert Walters. D'abord, un petit mot, parce que moi, j'aime pas les anglicismes. Reg Applying, c'est quoi? C'est la rage de se faire recruter? C'est comme ça qu'on pourrait le dire? Alors, on parle davantage de candidature enragée.
c'est pas forcément l'objectif de se faire recruter. L'objectif est vraiment de postuler massivement sur plein d'offres d'emploi au même moment suite à un mécontentement dans son environnement de travail. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, repartons à la base, on a tellement la rage, puisque c'est l'étymologie de l'expression, qu'on va inonder sans même pour autant, c'est quoi? C'est presque un geste de désespoir, de rage. On inflige à l'entreprise une sorte de geste de désespoir presque. Voilà, c'est comme un défoulement. Certains font du sport, d'autres vont se mettre à manger, et dans le monde du recrutement, ils vont décider de postuler massivement, en un temps assez record souvent, à toutes les offres d'emploi. Donc j'ouvre des centaines de portes Exactement. pour claquer celle de mon employeur. C'est un peu ça. Alors, ce qui est amusant dans l'enquête que nous avons pu effectuer, c'est que finalement, la personne n'a pas l'objectif obligatoirement de démissionner. On parle vraiment de réaction impulsive, comme une colère, en réaction à, par exemple, un manager toxique. Vous le dites, hein, l'objectif, c'est pas forcément de trouver un emploi, mais 73% des professionnels, ça s'est tiré de votre étude, ont déjà cherché à changer de job. Ça veut dire quand même qu'il y a malgré tout derrière ça l'idée que si cette rage arrive, on s'en va à la fin. Alors, comme on a pu voir, c'est vrai dans l'enquête, c'est que vous avez 73% des gens, donc quand même 3 Français sur 4, 3 professionnels sur 4. C'est énorme. C'est énorme, qui ont déjà cherché depuis le début de l'année à quitter leur emploi. Mais ce qui était très intéressant dans cette étude, c'est de voir que la moitié de ces personnes, donc 1 sur 2, le faisaient davantage par rapport à une culture d'entreprise, un environnement... Toxique, par exemple. Exactement. Là où, par exemple, la rémunération ne correspondait qu'à 23% des causes Donc on voit bien que ce sont des raisons presque psychologiques, presque psychiques d'un manager toxique, d'une mauvaise ambiance. Ça dit quoi de notre société? Parce que ce phénomène a toujours existé, de quelqu'un qui n'en peut plus. Mais ce que vous dites, c'est qu'il a progressé. Tout à fait. Alors, le phénomène a effectivement toujours existé. Aujourd'hui, vous savez, on met des mots anglais sur chaque action, ce qui permet aussi l'amplification du phénomène. Aujourd'hui, depuis le Covid, on voit bien que les gens sont plus sur un équilibre vie perso, vie pro, mais la vie pro est très importante pour eux pour un équilibre de vie. Et effectivement, le marché du travail aujourd'hui qui reste quand même très tendu. On a beaucoup d'offres d'emploi de la part des entreprises, de la part de nos clients, qui ont un problème également de rétention. Et en fait, je pense que les salariés savent ça, jouent là-dessus également. Ils ont pris le pouvoir, dit-on. Un petit peu, on peut dire ça. C'est vrai, vous qui êtes au cœur de ce sujet, j'exagère pas. Ils se disent, après tout, je peux claquer la porte et puis je vais retrouver assez rapidement dans mon secteur. Tout à fait. La moyenne aujourd'hui de durée dans une entreprise, c'est 3-4 ans, voire même 2-3 ans, parce qu'on a également un sujet aujourd'hui générationnel, où on parle beaucoup de quête de sens, on parle également d'environnement, de contexte. Et aujourd'hui, face à ces phénomènes, les entreprises doivent être plus flexibles, plus agiles, doivent proposer des solutions, s'adapter en fait en permanence et être à l'écoute de leurs salariés. C'est un sujet, évidemment, de préoccupation pour les RH, avec la volonté de continuer à les engager et, j'imagine, remettre la culture d'entreprise au cœur du sujet, quoi. Tout à fait. Merci de nous avoir éclairé sur ce Rage Applying. On a eu le Quiet Quitting, qui était un peu le dernier né. Là, on a vraiment le dernier né, le tout dernier né, le Rage Applying, avec cette étude assez intéressante à découvrir chez Walters People, qui donne quand même une photographie assez inquiétante du phénomène. Merci Stéphanie Richard d'être venue nous rendre visite, directrice Walters People. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Romain à la réalisation, merci à Alexis au son, et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous, à très très bientôt. Bye bye.